Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons analyser les relations entre la Chine et la Russie sous le prisme de la rébellion qui a eu cours et qui a été en fait assez vite terminée du chef de l'armée des mercenaires Wagner, Yevgeny Prigojine. Nous allons revenir sur cet incident en lui-même et sur la manière dont la Chine a réagi à ces incidents afin de mettre en exergue le caractère assez profond et assez soutenu des relations entre la Chine et la Russie, tout en montrant également les limites de celles-ci. Donc tout d'abord, comme on sait, les événements dont il s'agit, donc ils sont assez complexes à l'origine. Donc Yevgeny Prigojine, le chef de l'armée des mercenaires Wagner, avait décidé d'envahir, si on peut dire, la Russie, de porter l'attaque sur son propre territoire en réaction à ce qu'il estimait être en fait, plusieurs choses sont liées. En ce qu'il estimait être une non-reconnaissance de son travail par le ministre des Armées, et plus précisément, dans les jours qui précédaient, le chef des Wagner avait accusé le MOD, donc le ministre de la Défense russe, d'avoir en fait sciemment bombardé un camp des militaires Wagner, mais plus précisément encore, ce qui est en jeu, c'est une loi qui a été signée début juillet et qui demande à toutes les troupes de mercenaires de s'affilier sous la bannière du ministre de la Défense, et donc une sorte de renationalisation des forces mercenaires dans le contexte où Prigojine lui-même n'avait eu de cesse de critiquer le département de l'armée, de critiquer les manœuvres militaires effectuées par le ministre de la Défense et le ministre des Armées, de critiquer l'effort de guerre et même de remettre en cause l'effort de guerre en disant non seulement que celui-ci n'était pas bien construit, n'était pas bien préparé, mais en mettant même en doute, d'une certaine manière, la validité de celui-ci. Et donc, en fait, face à ces attaques répétées, le gouvernement avait choisi en fait la voie légale à travers donc cette loi de début juillet qui en fait forçait les différents groupes mercenaires à s'enregistrer auprès du gouvernement, et ce qui évidemment menace la base économique du groupe militaire, qui est un groupe militaire privé. Et qui en même temps, on va y revenir aussi, et qui en même temps officialisait le lien entre Wagner et l'État russe. Parce qu'on sait que pendant longtemps, la Russie a dénié toute connexion entre le gouvernement et les Wagner, étant donné notamment les exactions multiples dont le groupe est responsable en Afrique, notamment. La Russie a dit qu'il s'agissait d'un groupe privé. Or, très récemment, il y a 1 ou 2 jours, le président Vladimir Poutine de la Russie a dit qu'en réalité, depuis le début, la Russie a financé les Wagner. Et donc c'est intéressant parce que pendant longtemps, la Russie a daigné avoir tout lien avec les Wagner. Or, maintenant, afin de montrer que le groupe mercenaire Wagner n'était pas indépendant, n'était pas construit tout seul, mais en réalité était toujours déjà dépendant de la Russie, que donc il devait prêter normalement allégeance au pouvoir russe, Vladimir Poutine a dit qu'en fait le groupe avait été financé depuis son départ, ce qui évidemment à la fois contredit tout le récit russe sur l'indépendance de Wagner et en même temps évidemment montre les liens entre les deux, et donc tous les exactions militaires commises par les Wagner sont donc maintenant imputables directement au gouvernement russe, étant donné ce lien de responsabilité juridique et économique qui est maintenant reconnu par Vladimir Poutine, et reconnu par Vladimir Poutine dans une optique qui est différente, dans l'optique d'obtenir la vassalisation
des mercenaires restants après que Prigojine ait été évacué vers la Biélorussie. Donc ici, quelles sont les conséquences pour la Chine? En quoi est-ce que c'est lié donc à la géopolitique asiatique dans ce contexte-là? Alors on peut dire que c'est lié à la géopolitique asiatique en le sens où la Russie de plus en plus se définit comme une puissance asiatique et non pas comme une puissance européenne, mais plus directement par rapport à la Chine a eu d'abord une réaction très mesurée. Il faut savoir que alors que la rébellion du groupe Wagner a pris d'assaut l'attention mondiale, et ça fait évidemment la une des journaux du monde entier pendant tout le déroulé des opérations, avec des lives dans tous les grands journaux du monde entier. Et on comprend pourquoi, parce que si cette rébellion allait à son terme, si vraiment les Wagner arrivaient à Moscou, ils étaient plus qu'à 100 km de la capitale, c'était évidemment une crise majeure dans le leadership, c'était évidemment une sorte de guerre civile interne, et évidemment ça déstabilisait profondément l'effort russe en Ukraine. Et donc cela n'a pas été le cas. La rébellion a été avortée par son chef lui-même, soi-disant pour ne pas faire de bain de sang, sans doute plutôt parce que Prigojine n'a pas eu en fait les soutiens des hauts gradés, les défections au sein du pouvoir russe qu'il attendait, c'est-à-dire que finalement très peu de personnes se sont rangées de son côté. Aucune grande figure, même s'il y a eu une forme de laisser-aller, même s'il y a une forme de laisser-faire, qui est peut-être aussi liée à une forme de stupéfaction, il n'y a pas eu de ralliement, et donc sa cause était un peu perdue si pendant tout le processus qui l'a mené de l'Ukraine vers Moscou, de Rostov jusqu'à Moscou, donc de la frontière ukrainienne à l'intérieur de la Russie jusqu'à Moscou, si dans ce processus-là, il n'y avait pas des plus grands remous au niveau des échelons les plus élevés, sa rébellion était perdue d'avance. Donc, il a choisi sans doute de faire demi-tour pour cette raison, même s'il y a eu déjà des accrochages avec les forces russes, puisqu'on dénombre une dizaine de morts du côté des militaires russes, des avions et hélicoptères abattus par les Wagner. Donc ici, il faut aussi noter qu'il y a eu ensuite, et on en parlera aussi, il y a eu ensuite à ce sujet-là tout un contre-discours, on va dire plus ou moins complotiste ou plus ou moins non mainstream, alternatif, on va dire, qui a consisté à dire qu'en réalité la rébellion des Wagner était un coup monté, une manœuvre stratégique du grand stratège Vladimir Poutine, et qu'en réalité tout était faux, c'était un coup monté, et l'Occident, qui est bien entendu par définition stupide, les médias occidentaux n'ont pas compris qu'en fait c'était un coup monté, et qu'en réalité Prigojine et Vladimir Poutine s'étaient entendus dès le départ pour monter ce coup-là, pour détourner l'attention des Occidentaux, et pour Poutine, ça lui permettait de renforcer son pouvoir et d'évacuer les Wagner vers la Biélorussie pour préparer une attaque de ce côté-là. Alors c'est un récit qui n'est pas tout à fait convaincant, parce qu'il est difficile de voir en quoi cela cela renforce le pouvoir de Poutine. Au contraire, il est difficile aussi d'imaginer qu'il s'agit vraiment d'un coup monté, étant donné la rapidité et le caractère, on va dire, inattendu de l'événement. Et comme toujours dans ces récits complotistes, il s'agit toujours en fait a posteriori de trouver une rationalité, une légitimité à tous les événements, et finalement en enlevant aux acteurs individuels leur possibilité d'agir. Donc, si on met de côté ce récit, qui pour l'instant ne se vérifie pas par ses conséquences, donc ce qu'on peut noter, c'est que donc alors que la presse mondiale a fait l'écho au jour le jour de cette rébellion, il n'y a eu aucun signe, pratiquement aucune mention de celle-ci dans la presse chinoise,
aucune mention de la rébellion Wagner. Effectivement, pourquoi ? Parce que pour la presse chinoise, montrer que la Russie est faible, montrer que le pouvoir de Vladimir Poutine est fragile, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas possible, puisque ça montrerait aux Chinois que la Chine finalement a misé sur le mauvais acteur, misé sur le mauvais allié, et que le seul véritable allié de poids dans la lutte de la Chine contre l'Occident, si on peut dire, c'est la Russie, et que la Russie, loin de gagner contre le petit pays ukrainien, donc comme on sait, rencontre une résistance farouche, et que même elle en proie à des désordres internes. Donc il s'agissait d'abord de minimiser complètement tout le récit de cette rébellion, et donc le soutien affiché ne pouvait pas être directement lié à des événements qui n'étaient presque pas mentionnés au niveau du pays. Donc ensuite, une fois que la mutinerie s'est achevée, les ministres des Affaires étrangères russes et chinois se sont rencontrés pour affirmer leur partenariat, pour affirmer la stabilité du lien qui les unissait et pour affirmer aussi la stabilité de la Russie. Parce qu'évidemment, pour la Chine, ce qui importe d'avant tout, c'est la stabilité de la Russie. La Chine ne veut pas perdre son principal allié dans sa croisade contre l'ordre international et l'ordre international libéral ne veut pas perdre son principal allié, même si évidemment la Chine a aussi intérêt à une Russie plus affaiblie, mais elle n'a pas intérêt pour autant à une Russie instable, chaotique et sans pouvoir légitime. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.